Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'analyse complète d'un trade que j'ai fermé aujourd'hui même et je vais donc littéralement tout vous expliquer, donc vraiment le processus d'analyse de A à Z, comment j'ai eu l'idée de trade, comment je l'ai exécuté, comment je l'ai géré. Bref, je vais littéralement tout vous présenter. Honnêtement, guys, c'est le genre de vidéo qui, je pense, ne devrait même pas être gratuite si on est honnête, dans le sens qu'il y a énormément de valeur que vous allez avoir avec ça. Et mon objectif, comme d'habitude, ben, c'est de tout simplement rendre mon contenu gratuit meilleur que celui payant des autres. Donc, guys, j'espère que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez énormément apprendre et je vais littéralement tout vous détailler de A à Z pour ce qui est du trade. Donc, si c'est le genre de contenu, guys, que vous aimez, eh bien, évidemment, mettez un like sur la vidéo. J'apprécierais beaucoup. C'est quelque chose qui va tout simplement la mettre de l'avant. Assurez-vous aussi d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, le trade que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était un trade sur l'or. Donc, j'ai beaucoup tradé le gold dans les derniers mois. Le contexte a été extrêmement favorable à ce marché. J'ai eu des très belles opportunités. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter tout simplement le dernier trade que j'ai fait sur ce marché-là. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de leçons vraiment intéressantes à apprendre de ça. Donc, allons-y directement et regardons un petit peu plus en détail ce trade sur le gold. Donc, comme on peut voir à l'écran, eh bien, le trade en lui-même s'est super bien déroulé. Ça a été vraiment un très beau trade. Mais avant de rentrer dans le trade en lui-même, de regarder bon, comment je l'ai pris et tout ça, on va commencer par établir le contexte macroéconomique. Si vous avez déjà écouté d'autres de mes vidéos où j'explique des trades ou tout simplement des vidéos sur la chaîne, vous savez très bien que ce que je me base dessus principalement, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, c'est-à-dire de réellement comprendre eh bien, qu'est-ce qui se passe dans l'économie, qu'est-ce qui se passe dans le monde et comment ça va impacter les marchés. Pour moi-même avoir été directement sur des vrais trading floors, que ce soit chez RBC à Montréal ou à la Caisse de dépôt et placement du Québec, eh bien, je vous le confirme, littéralement, c'est comme ça que n'importe quel professionnel de marché va travailler. C'est-à-dire que oui, l'analyse technique, oui, l'exécution, évidemment, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est l'analyse fondamentale, c'est-à-dire de réellement comprendre eh bien, le contexte macroéconomique, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un actif va soit monter ou baisser, et quand on commence son analyse avec ça, ben, on va avoir tout simplement une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché et ça va nous donner ce qu'on appelle donc la direction. Donc, pour avoir mon idée de trade, c'est-à-dire est-ce que je pense que le marché va monter ou baisser, j'ai même pas besoin de regarder le graphique. Je vais vraiment me fier sur le contexte macro et par la suite, tout ce qui est analyse technique, ça va m'aider à structurer mon trade, savoir quand rentrer dans la position et ainsi de suite. Mais l'idée de base est vraiment une idée macroéconomique et donc je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui fait en sorte que le gold était haussier et qu'il l'est toujours au moment d'enregistrer la vidéo. Donc, le premier point qui est important de regarder, c'est ce qu'on appelle le worldview. Le worldview, c'est un terme qui signifie, eh bien, où est-ce qu'on est dans le monde de façon générale? Est-ce qu'on est dans une économie mondiale qui, en général, est en croissance ou peut-être plus en ralentissement? Ou est-ce qu'on est dans une situation qui stagne? Bref, on veut comprendre globalement où est-ce qu'on est par rapport à ça. Pour étudier le worldview, il y a toujours trois endroits sur lesquels on va se baser. Donc, ça va être les États-Unis, l'Europe et la Chine. C'est les trois endroits qui, au total, font plus de la moitié du PIB mondial et avec ça, on est capable donc de tirer une conclusion sur l'entièreté de l'économie. Souvent, si ces trois endroits-là sont positifs ou négatifs, peu importe, eh bien, ça va influencer les autres et au final, tout va évoluer dans cette vision-là. Dans la vision également du worldview, la pondération est de 50% des États-Unis, 25% de l'Europe et 25% de la Chine. Donc, en réalité, souvent, le worldview revient beaucoup aux États-Unis. Si les États-Unis sont dans un worldview qui est positif, eh bien, en majorité du temps, les marchés vont être haussiers. Si on est négatif, ça va être négatif aussi. Bref, on comprend le principe. Donc, pour simplifier notre analyse et juste pour pas que la vidéo dure des heures et des heures, on va se concentrer sur étudier eh bien, les États-Unis. Donc, est-ce qu'on est dans une économie qui va bien? Est-ce qu'on est plus en ralentissement? Donc, c'est ce qu'on va aller voir à l'instant. Donc, la première chose qu'on va vouloir regarder, c'est tout simplement les données économiques. Donc, avec les données, on va être capable de voir, bon, ben, est-ce que l'économie est en croissance? Est-ce qu'on est dans une situation de ralentissement? Et vous allez voir que cette partie-là, en réalité, n'est pas très compliquée. Souvent, les gens pensent que le fondamental, c'est extrêmement compliqué puis qu'il y a tout le temps mille et une choses à regarder. Mais honnêtement, vous allez voir que, ben, pas vraiment. Donc, premièrement, ce qu'on va vouloir regarder, eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle le taux de chômage. Le taux de chômage, ça va nous montrer eh bien, les gens tout simplement qui sont au chômage en pourcentage. Et normalement, ce qu'on veut voir pour avoir une économie qui est assez forte et un marché de l'emploi qui va bien, c'est un taux de chômage en dessous de 5%. Donc, si on regarde le graphique à l'écran, eh bien, on voit que le taux de chômage a monté un peu dans les derniers mois. Donc, on a
un léger ralentissement du marché de l'emploi. Mais pour l'instant, on est à 4,4 sur le taux de chômage. Donc, on est en dessous de 5 ce qui est en soi plutôt bien. Si on regarde un graphique un petit peu plus long terme, on voit également que 4,4 du taux de chômage, c'est quand même relativement faible. Donc, on n'est pas à des niveaux qui sont au-dessus de 5 où ce que là, on pourrait peut-être considérer réellement un vrai ralentissement. Donc là, on voit que ça s'est calmé un peu dans les derniers mois au niveau du marché de l'emploi, mais on est encore en dessous donc de la marque du 5 et donc on est encore dans une situation qu'on appelle le plein emploi, c'est-à-dire que le marché de l'emploi aux États-Unis va encore plutôt bien. Évidemment, il y a plein d'autres données qu'on pourrait regarder, mais ici, le but, c'est pas de devenir des économistes. On cherche juste à avoir une direction fondamentale qui a plus de probabilité qu'une autre. Okay? C'est pour ça que je disais, on n'a pas besoin de pousser son analyse à des niveaux extrêmes. On peut garder ça relativement simple et quand même avoir une très bonne idée là-dessus. Donc ça, c'est la première chose qu'on va regarder. Ensuite de ça, on va également étudier les données de l'inflation. Donc on voit que l'inflation, pour l'instant, est à 3 annuel. Donc on était à 3 en début 2025. On avait bien baissé et finalement, on a remonté un peu. On sait également que la Banque centrale, donc la Réserve fédérale américaine, veut garder une inflation aux alentours de 2 annuel. Donc là, on est à 3. C'est un peu élevé, mais sans pour autant être problématique. Par expérience, l'inflation va devenir un peu plus problématique si on était, par exemple, à 3,5 4 et ainsi de suite. Donc, si on se retrouve dans des ranges un petit peu plus élevés, là, ça devient un peu plus dangereux, mais à 3 on est quand même correct, surtout que l'inflation, elle avait beaucoup monté là, durant la pandémie, mais par la suite, ça l'avait quand même très bien redescendu. Puis on voit qu'on est à peu près dans les mêmes niveaux que depuis un an ou deux. Donc, en réalité, l'inflation est un peu élevée, mais sans pour autant être trop problématique là, pour l'instant. La dernière chose qu'on peut regarder, c'est ce qu'on appelle les PMIs. Donc, ici, j'ai les ISM Services PMI et les ISM Manufacturing PMI. En bref, c'est un indicateur économique qui va osciller aux alentours de 50. Donc, on voit là la moyenne, c'est 50 et on va être soit au-dessus ou en dessous. Même chose pour le manufacturing. Et de façon générale, la façon qu'on peut lire ça, c'est que si on est au-dessus de 50, on est dans une économie en croissance. Et si on est en dessous de 50, on est plus dans un ralentissement. Donc, si on regarde les services, on voit qu'on est aux alentours de 52, 53, ce qui est quand même bien. C'est pas extrêmement élevé, mais on est au-dessus de 50. Et pour ce qui est du manufacturing, on est à 48. Donc là, on est un peu en dessous de 50. Il faut comprendre aussi que la pondération de ça au niveau des États-Unis, c'est 60 les services qui composent l'économie et 40 le secteur manufacturier. Donc, si on résume tout ça, on a les services un peu au-dessus de 50, le secteur manufacturier un peu en dessous de 50, mais les services sont un peu plus importants dans la balance. Donc, au total, on pourrait dire qu'on est plutôt neutre au niveau des PMIs ou peut-être légèrement haussier. Donc ça nous montre que l'économie n'est pas en très forte croissance, mais on n'est pas non plus en ralentissement. Donc on est plutôt neutre si on avait vraiment à tirer une conclusion au niveau des PMIs. Donc là, si on résume tout ce qu'on vient de voir, on a un marché de l'emploi qui a ralenti un peu, mais qui est encore en très bonne posture en général. On a l'inflation qui est un peu élevée, mais sans pour autant être problématique. Et au niveau des PMIs, on est plutôt neutre. Donc au final, ça nous donne une vision de l'économie, je dirais, qui est plutôt neutre ou même, on pourrait dire peut-être quand même relativement bien. En réalité, tant que le marché de l'emploi reste vraiment stable et qu'on est dans une situation de plein emploi, normalement, on est quand même dans un bon contexte économique et c'est ce qu'on voit donc actuellement. Et donc ça nous donne une partie du worldview pour les États-Unis qui est positive. On pourrait faire exactement le même exercice pour l'Europe et la Chine, mais ici, comme je dis, je vais simplifier tout ça. Et donc, ça fait qu'au final, on est dans un worldview positif. Et c'est justement pour cette raison-là que si, par exemple, on regarde les indices boursiers américains sur du moyen long terme, eh bien, on voit que les indices sont encore haussiers. Donc, on avait eu quand même une belle correction avec toute l'histoire là, des tarifs de Trump. Et personnellement, j'avais réussi à me positionner là, dans ces niveaux-là. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Et on voit que depuis plusieurs mois, on est encore dans une tendance haussière. Et donc, ça fait juste confirmer l'analyse qu'on vient de faire. C'est-à-dire que pour l'instant, le worldview est bon, l'économie est quand même plutôt stable et donc les marchés sont quand même assez haussiers de manière générale. Et concrètement, c'est pas mal aussi simple que ça. Fait que vous voyez, ça n'a pas besoin d'être extrêmement complexe. On peut garder ça relativement simple encore une fois, mais quand même avoir une direction donc qui est plus probable qu'une autre, tout simplement. Le deuxième facteur qui est intéressant à considérer pour
encore une fois, établir un contexte macro et comprendre le marché de l'or présentement, où est-ce qu'il se situe. Ça va tout simplement être de regarder les taux d'intérêt, donc principalement les taux d'intérêt de la Fed, donc aux États-Unis. On voit que les taux d'intérêt ont commencé à baisser dans les derniers mois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'or. Donc souvent, l'or est inversement corrélé aux taux d'intérêt. La logique de ça est assez simple, c'est que des taux d'intérêt élevés, normalement, c'est quelque chose qui va favoriser la monnaie, donc ici, le dollar américain. Et le plus que les taux d'intérêt sont élevés, ben, le plus qu'on a un rendement sur le cash qu'on détient. Et donc, ça fait que des taux d'intérêt extrêmement élevés, ben, ça va amener les investisseurs à vouloir garder de la monnaie et non d'avoir de l'or. Et donc, la logique de ça, c'est tout simplement que l'or en lui-même ne produit rien. Et donc, c'est pour ça que les taux d'intérêt, le plus qu'ils sont élevés, le plus que ça va favoriser les monnaies et le plus que les banques centrales baissent les taux d'intérêt, et bien le plus que l'or, par exemple, deviendrait attrayant. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir présentement avec la Réserve fédérale américaine qui diminue les taux d'intérêt. C'est la même chose pour la majorité des autres banques centrales aussi. Et donc, ça, en soi, c'est juste quelque chose qui vient, si on veut, renforcer le contexte positif là, de l'or actuellement, tout simplement. Un autre point très intéressant à mentionner aussi, c'est que les banques centrales sont en train d'accumuler des réserves d'or, c'est-à-dire que n'importe quelle banque centrale ont des réserves, que ce soit de la monnaie, des métaux, puis ainsi de suite. Et on voit depuis plusieurs mois que les banques centrales, notamment la Chine, beaucoup, qui sont en train d'accumuler de l'or, donc d'augmenter leurs réserves à ce niveau-là. Et donc ça, en soi, ben, c'est un autre facteur qui vient contribuer à la hausse des métaux. On pourrait aussi évidemment mentionner le dollar américain qui est plutôt négatif là, depuis début 2025. Donc on avait eu une très très belle tendance baissière. On voit que depuis quand même plusieurs mois, on s'est quand même stabilisé. On voit que récemment, il a rebaissé un petit peu, mais encore une fois, ici, on est vraiment dans un contexte macro, donc on cherche à avoir une vision plutôt générale du marché. Et donc, ben, ça, c'est juste logique de voir ça, puisque, comme j'ai dit, la Fed commence à vraiment couper les taux d'intérêt. Eh bien, c'est quelque chose qui pèse sur le dollar américain, ça pèse sur le rendement des obligations américaines. Et donc, on voit tout simplement ben, une sortie de liquidité du dollar américain et même des monnaies en général qui, ça s'en va ben, directement dans les marchés, dans l'or et tout ça. Et donc, c'est pour ça que ben, les marchés sont haussiers. Et la dernière chose qu'on pourrait rajouter au niveau du fondamental, c'est ce qu'on appelle la saisonnalité. Je vous avais déjà fait une vidéo en entier il n'y a pas très longtemps sur la saisonnalité, comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser. Mais en bref, la saisonnalité, c'est tout simplement qu'à certaines périodes de l'année, eh bien, il y a certains actifs qui vont avoir tendance à mieux performer que d'autres. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Mais donc, si on se penche un peu plus en détail sur la saisonnalité de l'or qu'on a juste ici, donc là, j'utilise Seasonax, qui est un très bon site là, pour observer tout ça. On voit donc que la saisonnalité pour le mois de décembre et pour le mois de janvier est très, très forte. Et historiquement, pour moi-même, avoir tradé le gold depuis plusieurs années, je le sais par expérience que ça a effectivement tendance à être des mois là, qui sont plutôt haussiers. Donc là, on est sur une saisonnalité des 25 dernières années. Mais si on regarde même, par exemple, les 10 dernières années, eh bien, on voit ça également qu'en général, là, décembre et janvier, c'est des mois qui sont assez haussiers pour le gold. Donc ça, c'est un autre élément qu'on peut considérer dans notre analyse. Bref, tout ça fait en sorte que le contexte fondamental long terme est quand même plutôt haussier en ce moment sur les marchés et sur l'or. Donc comme on peut voir, c'est rien d'extrêmement complexe. Donc, c'est juste d'avoir les bonnes connaissances, d'avoir les bons outils pour évaluer ces points-là. Mais on a vu donc que, ben, en général, l'économie américaine va plutôt bien. Donc, on a un worldview qui est positif. Les banques centrales sont en train de baisser les taux d'intérêt. On a une sortie de liquidité des monnaies qui s'en va vers ce qu'on appelle les risk assets. Donc, typiquement, les marchés boursiers, les métaux et ainsi de suite. On a la saisonnalité qui est favorable. Donc, bref, tout ça fait en sorte que le contexte général est haussier. Et donc, c'est ça qui va justement me donner ma direction initiale. Fait qu'une fois que j'ai le contexte comme ça qui est établi, eh bien, si par exemple je suis haussier, eh bien, la seule chose qui va m'intéresser de faire, ben, c'est de tout simplement acheter le marché et me positionner dans cette direction-là. Donc maintenant qu'on a la vision fondamentale long terme, ce qu'on peut faire aussi, c'est étudier la vision fondamentale, mais disons sur un horizon plus court terme. Parce que évidemment, tout ce que je viens de mentionner, c'est des éléments qui vont être en jeu pendant des mois, voire peut-être des années. Fait que c'est vraiment pour avoir un contexte global et c'est ça qui fait en sorte que justement l'or est haussier et bien déjà là, depuis plusieurs années et on voit on a un mouvement là, qui est assez fort quand même. Mais donc là, ben, comme j'ai dit, évidemment, c'est pas parce qu'on est haussier sur du long terme que ça va toujours monter. Évidemment, il y a d'autres éléments à considérer et on peut refaire donc une analyse fondamentale, mais disons un peu plus court terme pour étudier ben, qu'est-ce qui peut se passer sur peut-être quelques jours et quelques semaines. Donc, si on regarde ça un petit peu plus en détail, on va voir que l'or a eu un très, très beau breakout juste ici
après l'été. Donc, c'était principalement basé sur les données de l'emploi qui commençaient à ralentir aux États-Unis et les attentes de baisse de taux qui augmentaient sans cesse pour les banques centrales. Donc, l'or a fait un très, très beau breakout. Vers ces niveaux-là, ici, le sentiment du marché devenait assez exagéré. C'est-à-dire qu'on voyait des gens qui faisaient la file pour acheter des lingots d'or. On en entendait parler à la télé. Bref, ça devenait assez euphorique. Et donc, on a eu par la suite une correction. Cette correction-là qu'on a depuis environ 2 mois, c'est pas vraiment une correction où ce qu'on a un gros changement fondamental. C'est plus une correction du fait que le marché était devenu complètement fou. Tout le monde voulait acheter le gold. Donc, à un moment donné, eh bien, évidemment, on ne peut pas avoir un marché qui va juste dans une seule direction. Donc, à un moment donné, ben, ça finit par péter et on a justement une correction qui, on va dire, naturellement commence après un tel événement. Mais donc, globalement, tout ce que j'ai dit auparavant, eh bien, c'est des points qui sont encore là et qui sont encore valides. Donc, c'est pour ça que depuis là qu'on est dans cette correction-là, eh bien, je cherche encore seulement à acheter l'or parce que ben, sur du long terme, je suis haussier et concrètement, c'est pas mal aussi simple que ça. Maintenant, si on regarde ça sur un horizon de temps un peu plus rapproché, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le gold avait fait donc une grosse correction ici, donc un gros mouvement baissier là, assez puissant. On voit que par la suite, on s'est stabilisé, on avait eu une autre jambe de hausse, après ça on a rebaissé, bref, on a commencé à faire un peu de surplace juste ici. Et on peut voir donc que dans les dernières semaines, eh bien, on a réussi à tout simplement remonter dans le haut du range pour revenir se poser sur ce niveau-là ici. Et on peut voir qu'avant le trade que j'ai fait, donc au breakout de ce niveau-là, eh bien, on voit qu'on s'est quand même là, stabilisé pendant un bon 2-3 semaines. Donc, on n'a fait pas grand-chose et on était vraiment dans une situation de surplace. La raison principale pourquoi on a fait du surplace dans les 2 dernières semaines, c'est à cause d'un événement assez précis, c'est-à-dire quelque chose qu'on a eu mercredi, donc le 10 décembre, et c'était tout simplement la décision des taux de la Fed. Donc, évidemment, la décision des taux de la Fed et leur conférence de presse, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est ça qui va nous permettre de voir eh bien, la Fed où est-ce qu'ils en sont dans leur politique monétaire. Est-ce qu'ils veulent donc baisser les taux d'intérêt davantage? Est-ce qu'ils veulent commencer à ralentir là-dessus? Parce qu'en ce moment, ben, c'est à peu près ça le contexte. On a vu que la Banque centrale commence à baisser les taux d'intérêt. Et donc, ce qui était intéressant de voir cette semaine, c'est est-ce que la Banque centrale va encore renforcer les attentes de baisse de taux ou alors est-ce qu'ils vont y aller avec une approche, disons, un peu plus modérée et avoir un discours qui est un petit peu plus balancé. Donc ça, c'était vraiment ce qui était intéressant à observer. Et c'est pour ça que depuis environ là, 2 semaines, eh bien, le gold ne faisait pas grand-chose. C'est typiquement ce qu'on voit avant une décision de la Fed. Donc les marchés, souvent, ils vont commencer à se calmer. Les gens vont commencer à réduire un peu leur exposition et le monde va juste attendre de voir qu'est-ce qui arrive avec la Fed. Et souvent, après la Fed, eh bien, c'est là qu'on a des mouvements un peu plus directionnels parce que ce risque-là, essentiellement, va être tassé, tout simplement. Donc là, cette semaine, on avait mercredi la décision de la Fed. Si j'avais à résumer ça de façon la plus simple possible, la Fed ont baissé les taux d'intérêt. Ça, c'était quelque chose qui était déjà attendu par le marché. Donc, c'est quelque chose qui est price-in, donc c'est-à-dire qui était déjà inclus dans le prix. Et donc, ça fait en sorte que c'est pas quelque chose qui est très important parce que ben, tout le marché avait déjà comme idée que la Fed allait baisser les taux et c'est bel et bien ce qu'ils ont fait. Ce qui a été plus intéressant, c'était la conférence de presse. Donc, durant la conférence de presse, on a Jérôme Powell qui est, au moment d'enregistrer la vidéo, là, tout simplement le président de la Banque centrale qui va répondre à des questions. Et essentiellement, ben, durant le Q&A, Powell nous a fait comprendre qu'en général, la Fed était encore ouverte vers baisser les taux d'intérêt, mais qui avait atteint un point, disons, de neutralité dans leur politique monétaire. C'est-à-dire que, comme on a vu tantôt, le marché de l'emploi a commencé à ralentir, mais les données de l'inflation sont un peu élevées. Donc, c'est comme si ça tire un peu des deux côtés. Et donc, la Fed doit essayer de trouver un équilibre pour faire en sorte que le marché de l'emploi ne vienne pas à trop se détériorer. Mais évidemment, ils ne peuvent pas baisser les taux d'intérêt trop rapidement parce que s'ils font ça, ben, ça va stimuler l'économie et donc ça pourrait permettre à l'inflation de remonter. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, ils vont essayer de trouver un niveau de neutralité et c'est exactement ça qu'ils ont confirmé durant leur conférence de presse. Donc, ça veut dire qu'ils vont garder une politique plus ou moins vers où est-ce qu'elle est présentement et ça va dépendre des prochaines données. Donc, de voir est-ce qu'ils vont continuer à baisser les taux d'intérêt si les données de l'emploi ralentissent ou à l'inverse, est-ce qu'ils vont vouloir les maintenir si, par exemple, le marché de l'emploi se stabilise, mais que l'inflation, il y a un problème. Donc, bref, là, en ce moment, ils sont un peu dans un niveau de neutralité. Est-ce que c'est quelque chose qui rend
l'or plus haussier ou baissier? Eh bien, dans ces deux cas-là, la réponse est non, parce que ben, justement, vu qu'ils sont sur un niveau de neutralité, c'est pas vraiment quelque chose qui renforce le contexte fondamental, mais c'est pas non plus quelque chose qui vient contre le contexte fondamental. Donc, c'est quelque chose qui vient, on va dire, juste ben, annuler quasiment l'importance, si on veut, de cet événement-là, du moins pour l'instant. Et donc, ben, comme j'ai dit plus tôt, vu que le contexte global était haussier et l'est toujours, eh bien, ça fait que si on a la Fed qui nous donne une vision un peu plus neutre et qu'on peut, entre guillemets, tasser cet élément-là pour l'instant et qu'on fait juste se concentrer sur ce qui reste, eh bien, ce qui reste est, comme j'ai dit, haussier. Et donc, c'est pour ça qu'après la conférence de presse de la Fed, eh bien, j'étais encore haussier sur l'or parce qu'en réalité, ben, je l'étais déjà avant et il n'y a rien qui s'est vraiment déroulé durant la Fed pour changer ma vision par rapport à ça. Donc, si on regarde ça un petit peu plus en détail à l'écran, ici, j'ai trouvé là, l'article qui résume essentiellement les points que je viens de vous mentionner. Donc, sur Investing Life, qui est l'un des sites que j'utilise le plus pour le fondamental, il y a beaucoup d'articles souvent reliés justement à ces sujets-là qui sont très importants. Puis, si on creuse un peu là, dans toutes les réponses essentiellement qu'on a aux questions, eh bien, on va voir que c'est très neutre comme speech. C'est-à-dire que d'un côté, il disait, bon, ben, les données de l'emploi ont commencé à ralentir, on est un peu prudent là-dessus, mais l'inflation reste élevée, donc on est un peu plus neutre. Et on voit que c'est effectivement là, ce qu'ils ont voulu là, souligner. Donc, on voit rates are now in a plausible range of neutral. Donc, les taux d'intérêt sont dans un espace, là, disons, plus neutre et ça va dépendre des prochaines données. Donc, comme j'ai dit, eh bien, ça, en soi, ça ne renforce pas ni rend le gold plus baissier. Donc, c'est plus quelque chose en réalité qui est neutre et donc qui peut être mis de côté et on peut donc se concentrer sur le reste qui était encore haussier. Globalement, c'est à peu près ça l'idée. Et donc, maintenant qu'on a établi le contexte fondamental qui était plutôt haussier, eh bien, on peut aller voir l'exécution du trade qui, honnêtement, vous allez voir, est plutôt simple. C'est pour ça que dans ces vidéos-là, je mets tout le temps de l'emphase sur réellement comprendre la situation macroéconomique. Parce que, ben, une fois qu'on a compris ça et qu'on sait qu'en termes de probabilité, eh bien, le fondamental nous donne un marché qui est un petit peu plus haussier, ben, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'attendre une confirmation technique qui vient dans cette direction-là. Et donc, ben, par la suite, c'est là que je vais exécuter mon trade. Donc, si on regarde ça à l'écran, et bien là, comme on peut voir, on avait donc l'or qui avait fait une belle impulsion jusqu'à arriver sur ce niveau-là en 4 heures. Par la suite, on a fait une correction, donc on a fait un mouvement de surplace. Et on peut voir que hier, donc ça c'était jeudi, donc après la Fed, comme je disais tantôt, ben, j'attendais que la Fed soit passée pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir invalider mon idée ou est-ce que ça va permettre au marché, disons, d'ouvrir un peu les portes et de faire son mouvement. Finalement, bon, comme on a vu, il n'y a rien qui a vraiment invalidé mon idée. Donc, si on regarde ce qui est arrivé ici, là, un petit peu plus en détail, on voit qu'on a eu quand même une belle poussée. Donc, ça, c'était directement après la Fed. On est revenu se poser sur le niveau technique en 4 heures. Donc, ça, c'était vraiment le niveau le plus important. On voit que le niveau a commencé ici, mais qui a également été testé ici, 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 et on est revenu encore le tester avec la Fed. Mais à ce moment-là, ben, je n'avais pas de setup technique pour exécuter un trade. C'est-à-dire que ce que j'attendais, c'était de vraiment briser ce niveau-là, donc d'ouvrir à la hausse, et c'est ça qui allait permettre au marché de continuer à monter. Donc évidemment, directement après la Fed, ben, je n'ai pas voulu me positionner parce qu'on était encore dans le range et on n'avait pas de confirmation d'un breakout. Donc, j'ai attendu. Par la suite, durant la nuit, on voit que le marché a corrigé un petit peu. Et le lendemain, donc jeudi, eh bien, c'est là qu'on est venu breakout le niveau. Donc, on voit que non seulement on a réussi à passer au-dessus du niveau, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que premièrement, ce niveau-là avait déjà été testé à 4 reprises dans les 2 dernières semaines. Et ça, c'est l'un des concepts que j'utilise beaucoup dans mon trading, c'est-à-dire que le plus qu'un niveau est testé, le plus qu'il y a de probabilité que le niveau finisse par briser et qu'on puisse donc ouvrir les portes à, par exemple ici, la hausse. Okay? Donc, le fait qu'on l'ait déjà testé 4 fois et qu'on revienne dessus une 5e fois, en termes de probabilité, évidemment, si on a le fondamental avec nous, eh bien, on a plus de probabilité de briser à la hausse. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'était le premier point haut qu'on faisait après avoir testé ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ici, on voit, on a testé le niveau, on a rebaissé. Ici, même chose. Ici, même chose. Ici, même chose. Mais on voit qu'ici, ben, ce niveau-là, on vient briser le dernier point haut. Et donc, c'est la première fois que ça arrive dans le contexte juste ici. Donc, c'était une autre confirmation additionnelle de vouloir jouer ce breakout. Et donc, quand j'ai vu ça hier matin, eh bien, je me suis tout simplement positionné au niveau du breakout dans l'anticipation de briser ce niveau-là. Okay? Donc, essentiellement, c'est pas mal aussi simple que ça. Donc, comme on peut voir, c'est rien de très fancy
niveau technique. Mais encore une fois, pour me répéter un peu, mais c'est correct. OK? Le plus important, c'est le fondamental, c'est le timing, les corrélations de marché, puis bon, ainsi de suite. Donc, ce niveau-là m'intéressait énormément pour un breakout juste à cause de la force de ce niveau-là. Ce qui était vraiment intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on avait brisé ce niveau-là, eh bien, il n'y avait pas vraiment d'obstacle jusqu'au prochain niveau qui était mon extension Fib. Donc ici, là, j'ai un Fibonacci qui mesure mon impulsion ici et j'ai mon extension -27 qui est quand même relativement souvent atteint quand on a un breakout et les derniers points hauts historiques. Donc on voit là que de ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là, ben, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'autres niveaux, il n'y a pas de trendline, il n'y a pas de... Bref, il n'y a rien, OK, littéralement. Et ça, c'est le meilleur contexte qu'on peut avoir quand on joue un breakout, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a brisé le niveau, ben, jusqu'au prochain niveau, il n'y a pas d'autres obstacles. Et donc, c'est ça qui permet au marché de justement gagner en momentum et de faire un plus gros mouvement. OK? Donc, ça, c'est un point qui était super important. Donc, je me suis tout simplement positionné au niveau du breakout. Mon niveau de risque, je l'ai mis en dessous tout simplement de la bougie du breakout, OK? Parce que c'est bien important de comprendre que le stop loss, c'est un niveau d'invalidation. C'est-à-dire que quand on prend un trade, ben, on a une idée de trade et le stop loss doit représenter le niveau où ce que l'idée n'est plus valide, tout simplement. Donc ici, vu que je jouais le breakout du niveau en 4 heures avec mon idée que justement, OK, la Fed est derrière nous, donc là, le marché va être capable de faire le breakout parce que ce risque-là est mis de côté. Eh bien, normalement, si on est vraiment pour faire ce breakout-là, ben, on ne devrait pas repasser en dessous du niveau, évidemment. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais mettre un stop loss là, hyper serré de même, parce que là, évidemment, ben, c'est beaucoup trop risqué. Mais en dessous de la bougie du breakout, eh bien, c'est quelque chose qui fait du sens, parce que si on est vraiment pour faire ce breakout-là, ben, normalement, on n'est pas censé revenir en dessous du point bas qu'on avait avant de briser. OK? Essentiellement, c'est ça l'idée. Donc, ça, c'était mon point d'entrée. Et en termes d'objectifs de trade, eh bien, je visais, comme je disais, soit mon extension Fib ou les derniers points hauts historiques qui étaient juste ici. OK? Donc, le trade, essentiellement, a commencé comme ça. Donc, si on fait un petit replay, eh bien, quand j'ai pris le trade, ça ressemblait à ça juste ici. Je vais également vous mettre à l'instant un screenshot à l'écran de ce trade-là que j'ai aussi mis dans notre groupe de trading. Donc, quand je prends un trade, eh bien, juste par simple transparence, je le montre justement aux étudiants. Ça permet aux gens aussi de mieux comprendre eh bien, comment que je vais évaluer mes trades, comment que je vais les exécuter et ainsi de suite. Donc bref, ça c'était le contexte qu'on avait au moment de prendre le trade. Donc maintenant, si on avance un peu et on voit comment ça l'a évolué. Donc quand j'ai pris le trade, eh bien, on a quand même eu un beau momentum après. Donc on voit qu'on est venu briser les points hauts juste ici. Donc ça, c'était une autre belle confirmation qu'on avait le breakout. Je n'avais pas forcément besoin d'attendre ça pour prendre ma position parce que, comme j'ai dit, le vrai niveau a débuté ici. Fait que c'est vraiment ce niveau-là qui est important. Mais donc, ça vient, on va dire, rajouter une confirmation en plus. Donc, c'était quand même une bonne chose. Par la suite, on était rendu en après-midi. Donc là, on voit que durant l'après-midi, le marché s'est stabilisé. Donc, le marché ne faisait pas grand-chose, qui est tout à fait normal. Souvent, l'après-midi, c'est plutôt tranquille quand même sur les marchés. Après ça, on est tombé en soirée. Donc, la session asiatique a été quand même plutôt tranquille également. Mais par la suite, quand je suis allé me coucher, eh bien, c'est vraiment durant la nuit que le mouvement s'est fait et qu'on a eu vraiment une accélération pour ce qui est du breakout. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver sur le gold. Le gold, c'est un marché que n'importe qui, en fait, peut trader. Et donc, que ce soit le matin, le soir, durant la nuit, ça peut pas mal tout le temps bouger. Donc, c'est quelque chose que je suis assez habitué pour avoir beaucoup tradé ce marché-là. Et donc, eh bien, on a fait un très, très beau mouvement, comme on peut voir là, durant la nuit. Et ce matin, quand je me suis réveillé, eh bien, on était rendu tout simplement sur mon premier niveau d'obstacle. Donc, on était rendu là, sur l'extension Fibonacci. Et c'est juste ici, donc ce matin, que j'ai décidé de fermer mon trade. Donc, il était rendu aux alentours de 7 heures le matin, le plus ou moins. Et la raison pourquoi j'ai fermé mon trade, ben, c'est tout simplement parce que, premièrement, on a atteint mon premier objectif. Donc, c'était un endroit valide pour fermer ma position. Et la deuxième raison, c'est à cause d'un concept que j'explique tout le temps dans ce type de vidéo-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Risk-Reward Ratio dynamique. Essentiellement, ce que ça veut dire, pour faire simple, c'est qu'à n'importe quel moment dans un trade, on peut gagner quelque chose de plus et reperdre quelque chose de plus aussi. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si on regarde graphiquement parlant où ce qu'on était rendu, ben, on était rendu sur ce niveau-là. Qu'est-ce que j'avais à gagner de plus sur ce trade-là? Eh bien, c'était de potentiellement aller chercher mon deuxième niveau d'obstacle qui était les points hauts historiques. Donc, en réalité, l'espace graphique, si on peut dire ça comme ça, que j'avais à gagner de plus, eh bien, c'est à peu près ça ici. Mais qu'est-ce que je devais risquer pour gagner ça? C'est ça la question. OK? Qu'est-ce que je devais risquer
pour garder ma position ouverte? Ben, en réalité, est-ce que le marché pourrait se retourner à partir de ce niveau-là? Évidemment, la réponse est oui. Et le problème, c'est que vu que le mouvement s'est fait assez rapidement, ben, je n'ai pas d'endroit pour déplacer un stop loss et monter justement mon niveau d'invalidation. Parce qu'en réalité, vu que tout ça, c'est une impulsion, ben, on pourrait même faire une correction comme ça et continuer par la suite, par exemple, à monter. Et donc, je n'ai pas vraiment d'endroit pour invalider mon trade. Donc, si par exemple, je voudrais mettre mon stop loss à break-even, eh bien, en réalité, je pourrais gagner ça de plus, mais je suis en train de risquer de redonner tout ça ici. Donc, on voit que ce que je risque en fait de reperdre est plus grand que ce que je peux gagner de plus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le risk-reward ratio dynamique. Donc, c'est à tout moment dans un trade d'évaluer qu'est-ce qu'on peut gagner en plus et qu'est-ce qu'on peut reperdre. Et donc, à cause de ça, ben, rendu dans ces niveaux-là, évidemment, ce n'était plus intéressant. Je n'ai même pas un pour un. C'est-à-dire que je vais risquer plus de reperdre quelque chose que ce que je peux gagner en supplément. Évidemment, ben, ça fait aucun sens. En tant que trader, on veut prendre des petits risques pour gagner beaucoup plus que ce qu'on met en risque, évidemment. Donc, à cause de ça, eh bien, je n'ai pas vraiment eu le choix que de fermer ma position sur ce niveau-là. Donc, je l'ai fermé aux alentours d'ici. Et donc, j'ai réussi à fermer mon trade avec environ 3,5% de gain. Donc, un risk-reward de 3,5 vu que j'avais risqué 1% sur ce trade-là. OK? Donc, c'est là que j'ai sorti de ma position. Encore une fois, par simple transparence, je vais vous mettre à l'écran le screenshot de ce que j'ai envoyé dans notre groupe de trading ce matin. Donc, quand j'ai fermé le trade, eh bien, c'est ça qui est arrivé. Donc, eh bien, j'ai réussi à fermer la position à ces niveaux-là ce matin. Puis, comme on peut voir, eh bien, j'ai bien fait de fermer le trade parce qu'on voit que ça s'est vraiment retourné à partir de ce niveau-là. Donc, à mon avis, je ne dois pas être le seul qui a décidé de prendre ses profits sur ce niveau-là, ce qui fait du sens. Parce que, comme j'ai dit, le marché était rendu assez stretch. On voit que sur les indicateurs, on était en surachat. Et n'importe qui avait acheté le breakout, un peu comme je l'ai fait, évidemment, rendu à ce niveau-là, n'importe quel trader professionnel va comprendre que, OK, la grande majorité de mon gain potentiel est déjà là. Je peux gagner un peu plus, mais je dois prendre un très gros risque, comme je viens de l'expliquer. Donc, ça fait aucun sens de garder le trade. Et donc, par effet de masse, eh bien, on a une prise de profit, on a le marché qui se revire et concrètement, eh bien, c'est pas mal aussi simple que ça. Et sinon, d'autres points aussi là, que j'avais considérés dans ma prise de position, donc au moment des faits. Premièrement, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on avait le silver, donc un autre métal qui était aussi en train de faire un assez beau breakout. On avait vraiment beaucoup de momentum. Et par expérience, dans un marché haussier sur les métaux, silver va souvent être lui qui lead the way, c'est-à-dire qui bouge en premier. Donc, si je vois le silver avec beaucoup de momentum puis pas mal de force dans une impulsion, eh bien, je vais m'attendre que ça se répercute essentiellement sur les autres métaux. Un autre aspect qui était intéressant quand j'ai pris mon trade jeudi, c'est qu'on avait également le dollar américain qui, après la Fed, continuait de baisser. Donc, même si la Fed était un peu plus neutre, j'ai l'impression que le marché est un peu plus inquiet d'un ralentissement des données de l'emploi. C'est ce qu'on voit depuis quand même là, quelques mois. Donc, ce mouvement-là continue et, comme je dis, une sortie de liquidité de la monnaie, cet argent-là va aller à quelque part et souvent, ça va aller dans soit les indices boursiers, soit les métaux selon le contexte fondamental. Donc, tout ça, c'était d'autres points que je considérais. Souvent, dans mon trading, je vais beaucoup regarder là, tout ce qui touche aux corrélations. C'est-à-dire qu'il faut que tous les marchés ensemble, il y ait une certaine, disons, logique de comment ça bouge. C'est important de comprendre que même s'il existe différentes classes d'actifs, au final, c'est tout le même marché. Okay? Le marché, en général, c'est un gros marché et il existe plein de corrélations entre les actifs. Et ça, c'est l'un des points que je considère beaucoup. Quand je prends un trade, je veux que tout fasse du sens. Je veux que toutes les corrélations soient en train de fonctionner. C'est quelque chose qui renforce énormément mes probabilités. Mais sinon, comme on peut voir, guys, au final, le trade, je dirais, est plutôt simple. J'avais un contexte fondamental haussier. La Fed était derrière nous. Donc, ça enlevait ce risque-là. Par la suite, niveau technique, on avait une belle correction. J'ai pris le breakout. Je l'ai joué jusqu'au prochain niveau. Et concrètement, c'est pas mal ça. Puis, ça fait juste vous montrer, j'espère que ça n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué. Souvent, le problème, c'est que les gens en trading, soit qui n'ont pas de connaissances fondamentales, donc qui sont juste pas capables d'évaluer la direction, soit qui essayent de trop en faire, donc typiquement du overtrading, ils vont overthink leurs analyses, donc ils vont jamais vraiment exécuter sur leurs idées, puis ainsi de suite. Fait que c'est tout le temps ce genre de problème-là, mais en réalité, ça peut être relativement simple, et quand on garde ça simple et qu'on se concentre vraiment sur les meilleures opportunités où ce que tout va dans la même direction, c'est là qu'on a le plus de probabilités. Avant la vidéo, juste
par curiosité, je suis allé voir le nombre de trades que j'ai fait sur le gold parce que je l'ai beaucoup tradé dans les derniers mois. J'ai fait 9 trades depuis 2-3 mois sur le gold. Sur ces 9 trades-là, j'ai 7 trades gagnants et j'en ai 2 à break-even. J'ai 0 perte sur mes trades des derniers mois et je dis pas ça pour avoir l'air d'un gars qui gagne tout le temps. En réalité, il y en a des pertes en trading et c'est normal. Mais dans mon système, j'ai quand même un très très haut taux de succès sur mes trades et c'est exactement ce que je veux parce que c'est ça qui apporte de la constance. Et comme je disais, donc quand tous les éléments sont ensemble, eh bien c'est là qu'on a vraiment beaucoup de probabilités et c'est ça qui crée des résultats eh bien, qui sont vraiment constants sur du long terme, tout simplement. Et sinon, guys, pour terminer, je vais vous mettre à l'instant plein de résultats des étudiants dans notre programme de coaching qui ont réussi à faire le même trade. Je précise également, et ça c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, que ces personnes-là ont réussi à prendre le trade par eux-mêmes. C'est-à-dire que tout le monde le sait au sein du programme. Le but, c'est pas de copier ce que je fais ou peu importe. C'est 0 ça l'idée. Le but, c'est d'apprendre aux gens comment trader et qu'ils puissent devenir autonomes dans leurs décisions. Et donc, ben, tous ces résultats-là, ben, c'est tous des étudiants qui ont eu la même idée, qui ont vu la même opportunité que moi et qui ont réussi à capitaliser là-dessus. Donc, bref, comme on peut voir, c'est juste incroyable, quand même, pas mal de résultats. Mais bref, j'espère, guys, que ça vous inspire. J'espère que ça vous a apporté de la valeur aussi là, comme vidéo. Et si, justement, vous voulez aller plus loin, donc vous voulez travailler avec moi directement, vous voulez rejoindre notre communauté, je vous invite, guys, à regarder le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener vers la page de présentation du programme et vous allez voir qu'il y a aussi une vidéo explicative qui résume tout le processus qu'on met en place avec les étudiants au sein du programme de coaching. Donc, comment qu'on les accompagne pour devenir rentables, comment qu'on les aide aussi à avoir le plus de capital possible pour utiliser dans leur trading. Donc, bref, ça va vraiment là, vous expliquer le processus en entier. Et si c'est quelque chose qui vous parle, vous allez même avoir l'option par la suite de planifier un appel avec moi ou un membre de notre équipe pour voir tout simplement ben, si on peut vous aider et si on est un bon fit pour travailler avec vous. Donc, allez voir le lien, guys, dans la description de la vidéo. Sinon, ben, je vous remercie d'avoir écouté celle-ci. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, comme je dis, mettez-y un like et là-dessus, ben, on se retrouve dans la prochaine.